Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au cours d'endocrinologie. Alors dans cette dernière vidéo, on va parler de la pathologie de l'équilibre glycémique. Mais avant de parler de la pathologie, on va donner un petit aperçu sur la mise en évidence du rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie. À la fin du 19e siècle, une expérience d'ablation du pancréas, c'est-à-dire l'enlèvement du pancréas chez un animal à jeun, a montré que sans pancréas, la glycémie augmente notablement. Au début du XXe siècle, Banting et Best, qui sont deux chercheurs, ils injectent des extraits de pancréas à un chien auquel ils avaient préalablement retiré le pancréas. Et cela a fait baisser la glycémie du chien. Donc, ces expériences montrent bien que le pancréas il joue un rôle essentiel dans la régulation de la glycémie. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on a un déséquilibre de cette glycémie? Quelles sont les pathologies qui en résultent? Donc, le principal trouble associé aux hormones pancréatiques est le diabète mellitus, c'est-à-dire le diabète sucré. C'est une maladie, donc je vous rappelle que nous avons parlé du diabète insipide. Donc il ne faut pas confondre ce diabète avec le diabète insipide. Si vous avez un petit peu revu ce que nous avions dit, qui est dû à un déficit de l'ADH. Donc le diabète mellitus, c'est une maladie métabolique qui se caractérise par une carence relative ou absolue en insuline, soit qu'il y a un déficit absolu de l'insuline, soit il y a de l'insuline, mais cette insuline, elle ne fait pas son rôle. Il se caractérise également par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire une augmentation du taux de glucose dans le sang et des complications spécifiques à long terme qui touchent surtout les yeux, les vaisseaux, les nerfs, les reins, la peau. Alors, quelle est la définition du diabète sucré? Donc, on peut dire qu'un patient il est diabétique lorsqu'on a deux glycémies à jeun. Donc, cela, c'est selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Donc, deux glycémies à jeun supérieures à 1,40 g par litre et une glycémie à jeun inférieure à 1,40 g par litre suivie d'une glycémie à la deuxième heure au cours d'une hyperglycémie provoquée par voie orale, c'est ce qu'on appelle HGPO, supérieure à 2 g par litre, à ce moment-là, on peut dire que le patient il est diabétique. C'est-à-dire lorsqu'on injecte une quantité de glucose pour un patient et après 2 heures, on mesure la glycémie et on remarque que la glycémie elle est supérieure à 2 g par litre, c'est-à-dire il n'y avait pas de régulation, à ce moment-là, l'individu il est diabétique. Alors, lorsque la glycémie à jeun est comprise entre 1,40 et 1,15 g par litre et une glycémie à la deuxième heure au cours d'une hyperglycémie provoquée comprise entre 1,40 et 2 g. Ensuite, l'hémoglobine glycosylée, cette hémoglobine, ça veut dire c'est une analyse qui montre que l'individu a un taux de glucose supérieur à la normale durant les 3 mois qui précèdent cette analyse du sang. À ce moment-là, on dit qu'il y a un prédiabète, c'est-à-dire il y a une intolérance aux hydrates de carbone. Le diabète, il est prédisposé à cette maladie. Donc, rappelons que la glycémie normale, c'est entre 0,1 à 1 g par litre. Et le sucre, il apparaît dans les urines lorsque la glycémie atteint 1,8 g par litre. Donc, c'est le seuil rénal. Donc, et l'HGPO, c'est-à-dire hyperglycémie provoquée par
voie orale, il s'agit d'administrer ou d'injecter en 5 minutes 75 grammes de glucose dilué dans 200 ou 300 ml d'eau chez l'adulte ou bien 1,75 g par kilo chez l'enfant. Mais de nouvelles normes actuelles discutées ont été proposées par l'Association américaine du diabète. Alors cette association, elle dit que le diabète serait défini par une glycémie supérieure ou égale à 1,26 g par litre, ce qui fait 7 millimoles par litre. Alors, quelle est la classification du diabète? Comme vous le savez, il y a deux sortes de diabète. Il y a le diabète insulino-dépendant, ou DID, c'est-à-dire qui dépend de l'insuline, ou diabète de type 1. Il est la conséquence de la destruction des îlots bêta de Langerhans aboutissant à une carence profonde en insuline, c'est-à-dire un déficit de l'insuline. Il touche plus facilement les sujets jeunes. C'est pour ça qu'on peut l'appeler diabète juvénile, avec un début brutal et rapide. Deuxième type de diabète, c'est le diabète non insulino-dépendant, ou bien diabète de type 2. Donc ce diabète-là, il résulte à la fois d'un déficit de la sécrétion d'insuline et d'une insulino-résistance, c'est-à-dire il y a une insuline, mais cette insuline, elle ne pourra pas se fixer sur les récepteurs, donc elle ne fait pas son rôle. Et il est associé à une obésité dans 80% des cas. Donc dans 80% des cas, les diabétiques non insulino-dépendants sont des obèses. Et il touche surtout des sujets de plus de 40 ans. C'est-à-dire que ce diabète-là, il survient après 40 ans, bien 50 ans, à l'âge adulte. Donc ces deux types de diabète ont de nombreuses caractéristiques cliniques et biologiques différents qu'on va voir maintenant. Donc commençons par le diabète insulino-dépendant ou diabète de type 1 ou bien diabète maigre. Donc ce diabète-là, il fait partie des maladies auto-immunes dans à peu près 90% des cas, détectables par la présence d'auto-anticorps, c'est-à-dire qu'il est causé par le dysfonctionnement de lymphocytes T. Comme vous savez, les lymphocytes T, ce sont des cellules du système immunitaire. Ils interviennent dans l'immunité de l'organisme. Donc ces cellules-là, ils se mettent à identifier les cellules bêta du pancréas comme des cellules étrangères à l'organisme du patient et les éliminer. C'est-à-dire, ils vont sécréter des anticorps contre les cellules bêta du pancréas, ce qui va détruire ces cellules-là, donc il n'y aura pas d'insuline. Et les 10% sont dus à d'autres facteurs tels que l'hérédité, les facteurs d'environnement, une prédisposition génétique, etc. Quels sont les signes cliniques les plus répandus du diabète de type 1? Donc c'est une polydipsie. Polydipsie, ça veut dire une soif accrue. L'individu, il a besoin, il boit beaucoup. Une polyphagie, c'est une faim accrue. Donc malgré qu'il est maigre, il mange beaucoup. Une polyurie, c'est beaucoup d'urine, urine fréquente, amaigrissement important et fente musculaire et une fatigue. Et bien sûr, manque d'énergie. Alors, si le diabète n'est pas pris en charge rapidement, d'autres signes peuvent apparaître, tels que les nausées, c'est-à-dire l'individu, il a besoin de vomir, donc vomissement, douleur abdominale, acidocétose. On a eu l'occasion de parler de cette acidocétose, c'est-à-dire accumulation des corps cétoniques dans l'organisme, donc ce qui rend le sang très très acide, donc, et ce qui peut avoir la conséquence du coma. L'individu il peut tomber dans un coma ou bien à la fin c'est la mort. Alors quels sont les signes biologiques? Les signes biologiques du diabète insulinodépendant,
il apparaît avec des symptômes aigus qui nécessitent des examens biologiques pour confirmer le diagnostic du diabète. Donc, l'hémoglobine glyquée ou glycosylée, par exemple, c'est le pourcentage d'hémoglobine ayant fixé le sucre dans le sang. Cet examen, bien sûr, reflète la glycémie des 3 derniers mois avant la prise du sang. Donc, le patient, il doit faire cette analyse pour bien montrer est-ce qu'il a déjà, est-ce que le taux de glucose était élevé pendant les 3 derniers mois ou non. Donc, c'est un indicateur pour montrer que l'individu il est diabétique ou non. Il faut faire un bilan lipidique, dosage du cholestérol, bilan rénal. Il faut doser la créatinémie, c'est-à-dire la créatine dans le sang. La glycosurie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des sucres dans les urines, ou bien l'acétonurie, c'est-à-dire l'acétone qui fait partie des corps cétoniques. Est-ce qu'il y a de l'acétone dans les urines? Voilà les signes biologiques. Le diabète non insulinodépendant ou diabète de type 2, on l'appelle classiquement diabète gras. C'est une maladie de l'âge mûr, après 40 ans, dont la prévalence augmente avec l'âge. Donc, contrairement au diabète de type 1, le diabète de type 2 est lié à des facteurs de risque à dominante environnementale, c'est-à-dire qui est dû au mode de vie, donc plutôt que génétique. Donc, il est dû surtout à un manque d'activité physique, c'est-à-dire la sédentarité. L'individu ne fait pas de sport, il ne bouge pas. Il est dû à des mauvaises habitudes alimentaires, consommation d'aliments trop riches en sucre, sel, graisse, etc. Mauvaise hygiène de vie, exposition à la pollution, des pesticides, produits chimiques, etc. Donc, de tels facteurs, ils peuvent entraîner une prise pondérale, c'est-à-dire un surpoids, et une augmentation de la glycémie, c'est-à-dire une hyperglycémie. Donc, les symptômes du diabète non insulinodépendant sont toujours la même chose, polydipsie, c'est-à-dire une soif intense et répétée, une polyurie, une polyphagie, faim extrême et perte de poids anormale, une fatigue, perte de tonus musculaire. Et le diagnostic repose sur une prise de sang à jeun qui permet de mesurer la glycémie. Donc, une glycémie qui est supérieure à 1,26 g par litre confirme le diabète. Les complications du diabète sucré. Donc, elles affectent tous les types de diabète. Elles sont responsables de la gravité de la maladie et sont liées à l'hyperglycémie chronique. Donc, tout individu qui a une hyperglycémie, bien sûr chronique, il a des complications aiguës métaboliques, des complications infectieuses, des complications chroniques. Donc, on va voir tout ça en détail. Alors, on va commencer par les complications aiguës. La complication la plus grave du diabète, c'est l'acidocétose. Donc, nous avons eu l'occasion de parler de ça. Donc, une carence en insuline, bien sûr, elle provoque une hyperglycémie. Donc, une hyperglycémie qui va faire augmenter la lipolyse, c'est-à-dire dégradation des lipides. Donc, augmentation des acides gras libres. Ces acides gras libres, ils vont être oxydés au niveau du foie et se transformer en acétylcoenzyme A. Et l'acétylcoenzyme A, elle va former, bien sûr, sous l'action de certaines enzymes, il va former des corps cétoniques. Et l'accumulation de ces corps cétoniques dans l'organisme, il n'y a plus de régulation, il va y avoir acidose métabolique et une cétonurie, c'est-à-dire l'acétone dans les urines. Bien sûr, l'hyperglycémie, elle est liée à une glycosurie, c'est-à-dire du glucose dans l'urine. Donc, on aura une diurèse osmotique, c'est-à-dire perte d'eau et d'électrolytes, des ions, ce qui provoque une déshydratation, donc une soif intense, ce qui provoque un collapsus, c'est-à-dire un effondrement de la pression sanguine, c'est-à-dire une diminution de la pression sanguine. Donc, l'individu, il a de graves problèmes.
Deuxième type de complication aiguë, c'est l'acidose lactique. C'est une accumulation de l'acide lactique dans le sang toujours par catabolisme anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, en absence d'oxygène du glucose. Donc catabolisme anaérobie du glucose. Donc il y a le coma hyperosmolaire. Ce type de complication, il est très très rare, mais très grave. Il se voit très très rarement chez les sujets porteurs d'un diabète non insulinodépendant. Donc une hyperglycémie importante due à une hyperosmolarité supérieure à 350 millimoles par litre. Donc, et l'individu, il a une polyurie qui est responsable à une déshydratation majeure. Donc, c'est ce qu'on appelle le coma hyperosmolaire. Alors, les complications infectieuses, c'est-à-dire de nombreuses infections, surviennent avec une incidence élevée chez les patients diabétiques. C'est-à-dire, il y a les infections génitales, une infection des voies génitales. Il y a les infections urinaires à Escherichia coli, c'est-à-dire de l'appareil urinaire. Donc, tout ça, c'est dû à des bactéries ou bien à des bactéries ou à des virus. Donc, il y a les infections à staphylocoque également. Donc, ça se voit surtout au niveau de la peau, des rougeurs, des abcès, des boutons, etc. Et le pied diabétique, c'est-à-dire qu'il y a des infections ou bien des boutons au niveau des pieds du malade. Les complications chroniques, on les divise classiquement en microangiopathie et en macroangiopathie. La microangiopathie, donc les complications sont quasi spécifiques de la maladie, sont spécifiquement du diabète. Ça intéresse les artérioles et les capillaires, c'est-à-dire les petits vaisseaux, donc de tout l'organisme. Donc cette microangiopathie, ça concerne la rétinopathie. Ça veut dire c'est une atteinte des vaisseaux de la rétine. Donc les vaisseaux, ils sont dégradés. La néphropathie, atteinte des vaisseaux du rein. La neuropathie, c'est-à-dire atteinte des neurones. Donc ces trois choses, ce qu'on appelle la triade, sont des caractéristiques des complications du diabète. Rétinopathie, néphropathie et la neuropathie. La macroangiopathie. Alors ce terme-là, il regroupe les lésions des artères de gros et moyen calibre. Donc tout particulièrement les artères des membres inférieurs, des coronaires et des artères cervicales et cérébrales. Donc parmi cette macroangiopathie, c'est l'athérosclérose. Qu'est-ce que l'athérosclérose? C'est une maladie cardiovasculaire qui se caractérise par le dépôt d'une plaque essentiellement composée de lipides. Donc comme vous voyez ici dans le schéma, regardez, dans un vaisseau qui est normal, donc il est normal bien sûr, paroi artérielle, mais lorsqu'on a un dépôt de lipides, regardez, le diamètre, il se rétrécit. Donc il va y avoir formation d'une plaque d'athérome et il n'y aura qu'un petit espace pour que le sang circule dans le vaisseau, ce qui va faire augmenter la pression artérielle, donc ce qui donne des problèmes cardiovasculaires bien sûr. Il y a également, deuxième type de cette macroangiopathie, ce qu'on appelle l'artérite des membres inférieurs, appelée également artériopathie oblitérante des membres inférieurs, c'est-à-dire elle correspond à une obstruction partielle ou totale des artères des membres inférieurs, c'est-à-dire les artères des membres, ils vont être bouchées. Donc, ce qui va diminuer l'apport de sang et l'oxygène dans ces membres-là et les muscles, ce qu'on appelle l'ischémie. Donc, une petite remarque, c'est que l'artérite des membres inférieurs peut atteindre une partie ou l'ensemble des membres inférieurs. Donc, soit le pied, soit la jambe, soit la cuisse, soit toute la partie inférieure. Alors, quel est le traitement?
Le traitement du diabète. Alors, le traitement du diabète, il varie selon chaque personne et selon le type de diabète. Donc, il existe deux types de traitements. Il y a les traitements oraux et les insulines. Alors, les traitements oraux, il y a 3 groupes de médicaments antidiabétiques oraux. Bien sûr, ces traitements, c'est surtout le diabète non insulinodépendant qui dépend de ces traitements-là. Alors, il y a les médicaments de l'insulinorésistance, c'est-à-dire il y a l'insuline, mais les résistances, elles ne jouent pas son rôle. Ce sont les biguanides. Les biguanides, ils facilitent la fixation de l'insuline par les cellules, ils réduisent la production de glucose par le foie et diminuent l'absorption du glucose au niveau des cellules intestinales. Donc, dans tous les cas, c'est pour diminuer la concentration du glucose dans le sang. Par exemple, de ces biguanides, c'est la metformine. Il y a également les insulinosécréteurs, c'est-à-dire, par exemple, les sulfamides hypoglycémiants, tels que les glibenclamides. Et il y a les glinides, par exemple, Novonorm. Ces deux substances, ils agissent en stimulant la sécrétion d'insuline du pancréas. Donc, quelle est une petite remarque? Quelle est la différence entre les glinides et les sulfamides? Les glinides forcent le pancréas à sécréter de l'insuline indépendamment d'une élévation de la glycémie, alors que les sulfamides obligent le pancréas à sécréter plus d'insuline, essentiellement lorsque la glycémie s'élève. Donc, troisième type, ce sont les inhibiteurs des alpha-glucosidases, c'est-à-dire qu'ils ralentissent la transformation des glucides complexes, c'est-à-dire comme l'amidon, etc., en glucose et leur passage dans le sang. Les insulines. Les insulines, bien sûr, utilisées surtout chez les diabétiques insulinodépendants, elles ont une action substitutive, c'est-à-dire ils remplacent le déficit de l'insuline organique au pouvoir hypoglycémiant. Il existe 3 types d'insuline. Il existe les insulines rapides ou ordinaires, acte rapide, l'action elle est pendant 6 à 8 heures. Les semi-lentes ou intermédiaires, rapidards, action pendant 12 heures. Et il y a les insulines qui sont lentes ou prolongées, insulatard, action pendant 12 à 24 heures. Donc leur utilisation, elle dépend de leur délai d'action. Celle-ci doit être appropriée à chaque patient. Donc chaque patient, il a son propre traitement d'insuline. Alors, c'est ainsi que se termine notre cours sur l'endocrinologie. Je vous remercie de votre attention.